Bonsoir à tous et bienvenue dans notre première émission sur Radio Horizon. Aujourd'hui, on va aborder beaucoup de sujets différents. Donc, on va être 6 ce soir. On va commencer par parler de la microfinance présentée par Mehdi. Ensuite, Matruck nous parlera du baromètre des énergies renouvelables de l'année 2019. Lizma nous parlera de Mère Teresa, fera l'allocution prononcée à Nagasaki de Mère Teresa. Ensuite, Margot nous parlera de la définition de l'éthologie. Je vous parlerai d'un manga qui s'appelle Woodstock. Et enfin, Aze parlera d'un livre qui s'appelle Le nom du vent. Donc, appréciez. Du coup, je vais reprendre la parole. Merci Green pour cette présentation. Ce soir, je voulais vous parler, ou plutôt je voulais que nous discutions de la microfinance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais savoir si certaines personnes parmi vous savaient ce qu'est la microfinance. On en a déjà entendu parler, à tout hasard. Vaguement pour moi. Pas du tout. C'est Non, ça Ouais, me vaguement dit rien. aussi. Ok. Alors, pour faire un rapide topo sur la microfinance, donc ça a été créé par Mohamed Younous à la base. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette personne ou pas? Du tout. Non. Non. Alors, pour vous récapituler un peu qui est cette personne, il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006. Donc, il est d'origine bangladaise. Et ce qui est intéressant avec cette personne, c'est qu'il vient d'une famille pauvre, mais qu'il a quand même pu aller jusqu'à obtenir plusieurs doctorats au cours de sa vie. Pour expliquer un peu plus cette personne, il a créé la Grameen Bank en 1977. Et en fait, ses travaux l'ont amené à essayer d'inclure les personnes les plus pauvres dans dans le circuit économique, parce que la plupart des gens n'ont pas accès aux services des banques dans les pays pauvres. Et donc, pour expliquer un peu ce qu'est la microfinance, c'est le fait de proposer des services financiers à des personnes qui n'auraient pas accès à des banques. La microfinance se distingue donc de la finance traditionnelle dans le sens où les montants prêtés sont assez faibles et aussi que les taux d'intérêt doivent être assez bas pour que des personnes qui n'auraient pas accès aux services financiers puissent justement y avoir accès. Ce qui est intéressant en fait avec la microfinance, c'est que le concept même de cette forme de finance est jointe à ce qui est la finance, par exemple, qu'on retrouve dans les religions. Dans les religions, par exemple, il est interdit de faire de l'usure. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prête une somme d'argent à une autre personne, les taux d'intérêt, le taux d'intérêt ne doit pas exister en fait. La somme que tu prêtes doit être la somme qui doit être rendue. Et du coup, Mohamed Younous, qui est d'origine bangladaise, justement, qui est aussi de confession musulmane, a, pour sa part, essayé de créer cette forme de finance en y adjoignant ses préceptes religieux, justement. Et le principe avec la microfinance, c'est de justement que les personnes qui ne puissent pas emprunter de manière générale aux banques puissent cette fois recevoir des fonds pour pouvoir développer leur activité. Notamment dans les pays pauvres où l'accès au crédit est très marginal. Ici, l'accès au crédit doit pouvoir être réalisé dans tous les cas. Je voulais savoir si vous aviez des a priori à propos de la microfinance ou pas, si ça vous parlait, parce que vu que vous avez une très vague idée de ce que c'est, je voulais savoir si vous aviez une idée par rapport à ça ou pas. Pas du tout. Alors, une des critiques qui revient assez souvent à propos de la microfinance, c'est que ça ressemble à l'usure, parce que malgré qu'il y ait malgré que ça soit à destination des personnes pauvres, mais pauvres dans les pays en développement, donc le taux d'intérêt doit être assez bas. Il y a eu des critiques qui sont revenues assez souvent, comme quoi ce seraient des prêts usuriers au final, et que ces personnes
et qu'au final, la Grameen Bank, donc Mohamed Younous, avait été accusé au final de sucer le sang des pauvres. Donc voilà, c'était quelques petites critiques qui revenaient assez souvent à propos de cette forme de finance en fait. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez que je développe certains points? N'hésitez pas à me dire. Voilà. Hmm, moi, je sais pas, moi quand on parle de microfinance, j'avoue que j'avais dans l'image d'un truc pas forcément très glorieux, enfin, comment dire, un truc pas forcément... Enfin, dans Ah, l'idée, je pense surtout un peu aux prêteurs sur gage, tu vois. Ah, justement, dans le principe, ça devait s'en différencier. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'accusations, notamment qui est faite à Mohamed Younous, que justement il se rapprocherait de cette forme de finance en fait. Ah, Il ok. se rapprocherait justement des prêts usuriers tels que ça a été fait. Ok. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas C'est à vrai que c'est assez demander. intéressant puisque en soi, comme Green, j'avais cet a priori, je sais mal fondé quand même, que la finance c'était vraiment un domaine de requins, les gens pensaient qu'à eux-mêmes et tout, mais finalement on peut quand même associer altruisme et finance, enfin un altruisme assez petit, mais il y a quand même une Euh, certaine possibilité. il y a un essai quoi. Disons que aussi comme il a fait sa thèse, enfin une de ses premières thèses auprès d'une personne qui était chercheur dans le domaine de la décroissance soutenable, je pense que ça l'a beaucoup influencé sur le fait d'essayer de changer un peu cette vision de la finance, qui n'est pas qu'à destination des personnes les plus fortunées, on va dire. Après, vu les accusations qui sont faites vers lui, je vais pas, je pense qu'il y a quand même quelques, enfin, il essaye de tirer quelques avantages, malheureusement, de ce qu'il propose. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? non. Et Non. tu sais sur quel pays c'est le plus étendu la microfinance? Quelle sorte de pays? C'est surtout à C'est- destination des pays en développement, en fait. Ouais, Afrique, par exemple, L'Afrique, l'Asie. Vu Asie. qu'à la base, il a développé ça au Bangladesh, Mhm. après, ça s'est étendu dans pas mal de pays en développement. Donc, je pourrais pas te citer de pays à part le Bangladesh, mais je sais que dans pas mal de pays en développement, notamment, cette forme de finance s'étend. Ok, Après, pour développer un petit peu, il y a aussi des organismes de microcrédit qui existent, notamment en France, pour donner une idée. d'accord. Voilà. Ok. Ok. D'autres questions? Personne? Bon bah du coup on va passer à Matrunk sur le baromètre des énergies renouvelables. Matrunk, c'est à toi. Bonsoir, merci pour cette introduction, pour cette transition. Alors le sujet de ce soir, ce sera donc le baromètre des énergies renouvelables de l'année 2019, puisque les chiffres de 2020 ne sont pas encore disponibles. En fait, ils seront disponibles l'année prochaine. On va faire un petit tour sur la situation de la France et donner quelques exemples en fait par rapport à nos collègues européens. Déjà, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que la notion de baromètre, est-ce que ça vous parle? Non. Enfin oui, Moi, dans l'ensemble, un mais... peu, c'est pour mesurer quelque chose, je crois. Enfin, Je c'est- vois c'est quel baromètre. oui, je vois l'objet, mais j'arrive pas à le définir. J'arrive plus. Bon, alors en temps normal, le baromètre, alors rien à voir, c'est en fait un instrument de mesure qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Mais aujourd'hui, en fait, pour notre sujet, en fait, c'est un indicateur qui permet de surveiller et analyser le développement des énergies renouvelables.
Donc en fait, on va vraiment se concentrer sur évaluer la progression par rapport à des objectifs donnés sur une année ou sur une période en particulier. Avant de commencer en fait de présenter les chiffres, on va surtout rappeler les principaux objectifs que la France s'est imposés, comme par exemple l'injection de 40% de la production d'électricité d'origine renouvelable pour 2030, c'est-à-dire qu'on va retirer aussi 40% des émissions de gaz à effet de serre, et avec pour objectif final en 2050 la neutralité climatique, c'est-à-dire qu'à partir de 2050, on n'aura plus du tout d'énergie fossile. Et quand je parle d'énergie fossile, je parle surtout du charbon, du gaz et du pétrole. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que nous sommes loin de cet objectif? Et malheureusement, la réponse à cette question, c'est oui. Parce que si on regarde le mix énergétique, donc le mix énergétique, c'est la répartition des différentes sources d'énergie qu'on consomme dans une zone géographique. Donc là, par exemple, on va prendre la France. Il faut savoir que les énergies renouvelables en France, en 2019, elles ne représentaient que 21,5% des énergies renouvelables. Donc on est vraiment très très loin du prochain objectif pour 2030. Il faut savoir aussi qu'on fait partie des pays qui sont les plus en retard en Europe avec la Belgique, la Lettonie et le Luxembourg. Donc on est vraiment très très loin de l'objectif. Et ça, c'est pas nouveau, ça fait depuis très longtemps qu'on l'entend parler dans les informations, si vous avez eu la chance de pouvoir l'entendre. Dans ces 21,5%, on comprend donc 1,8% des bioénergies, 11,2% de l'hydraulique, qui est quand même le plus gros point fort de la France, 6,3% pour l'éolien et seulement 2,2% pour le PV. Vous allez voir que par rapport à nos confrères européens, c'est vraiment très très peu. D'ailleurs, en parlant de chiffres concrets, on va parler un peu donc des différents domaines d'énergie renouvelable en France, puisqu'en 2019, l'éolien terrestre représentait uniquement que 16,6 gigawatts, donc c'est 10 puissance 9, donc des milliards, contre 15,3%, contre 15,3 gigas, ce qui est quand même assez peu. Pour la part de l'éolien offshore, zéro. Donc contrairement à 2018 qui était 2%. Alors pour être tout à fait honnête, je ne connais pas encore la raison pour laquelle en France on a installé que 0 giga d'énergie cette année, enfin en 2019. La part pour le photovoltaïque représente 9,9 gigawatts contre 9,6. Et la seule bonne nouvelle, c'est pour l'hydraulique. On est à 25,6 gigawatts en 2019 contre 20,5. Alors, par rapport aux objectifs que j'ai présentés précédemment, il y a un micro-objectif qui est d'actualité pour 2023. Et vous allez voir qu'on est vraiment très très loin, puisque pour 2023, l'éolien terrestre devait être atteint à 24,1 gigawatts. Donc en 2019, on était à 16,6, donc on est vraiment très très loin. Pour l'éolien offshore, l'objectif de 2023, c'est 2,4. Nous sommes donc à 2 pour l'instant, puisque 0 a été installé en France en 2019. 20,1 gigawatts pour le solaire photovoltaïque pour 2023. Nous sommes à 9,9. Donc on est vraiment encore très très loin. Et la seule bonne nouvelle, comme je l'ai expliqué, c'est 25,7 comme objectif pour l'hydraulique. Nous sommes à 25,6. Donc c'est vraiment vraiment le seul point qu'on est sur le point d'obtenir. Pour comparer notre situation face à l'Allemagne, qui est vraiment un des meilleurs exemples, il faut savoir que il y a 40% du mix, 40% du mix énergétique, c'est ce que représente la part des énergies renouvelables en Allemagne. Pour donner un petit exemple, l'éolien terrestre représente 50,2 gigawatts. Il faut savoir que en Allemagne, ce sont les champions en termes, surtout dans la catégorie éolien et PV. Donc ils sont à 50,2 gigawatts en éolien terrestre. En offshore, ils sont à 5. Et pour tout ce qui concerne le photovoltaïque, ils sont à 42,8. Donc vous voyez qu'il y a quand même un très grand écart avec l'Allemagne. D'ailleurs, en parlant de l'Allemagne, est-ce que vous avez une idée du classement des pays les plus gros producteurs d'énergie renouvelable, et notamment en Europe? Alors, je veux juste revenir sur un truc, c'est que je me fais réflexion, enfin juste après, enfin, juste après je répondrai à la question, mais le fait il y ait peut-être moins d'éolien en France, c'est dû au fait qu'il y a plus d'hydroliennes ou ce genre de choses, vu qu'on a plus facilement accès à l'eau.
C'est vrai que le potentiel hydraulique en France est énorme. C'est pas inconnu et c'est vrai que ça répond plus ou moins à ta question du fait que la France a voulu miser une grosse partie de son mix sur l'hydraulique. Malheureusement, en termes d'énergie hydraulique, à part les barrages et par exemple l'usine marémotrice de la Rance, on doit avoir, je ne sais plus exactement le chiffre pour tout ce qui est l'énergie hydrolienne, en tout cas, donc les éoliennes sous-marines. Je sais qu'on a eu des prototypes qui avaient été lancés par EDF et aussi par Alstom et Engie, je crois à Brest, à côté de ou un Paimpol, je crois. Oui. Euh, mais jusqu'à présent, on n'en a jamais trop parlé en fait de l'énergie hydrolienne. Je pourrais en parler à mon père, il pourrait en parler, je pense. Il a travaillé dessus un peu à l'occasion, à la limite. Mais effectivement, ça n'avait pas été un projet. Enfin, ils ont eu pas mal de problèmes quand ils ont développé les hydroliennes, je crois. Du coup, ils ont un peu laissé tomber là. Mais C'était très coûteux. D'après mes souvenirs assez lointains, il me semblait que par rapport de maintenance, ça coûtait extrêmement cher. Surtout de devoir plonger les hydroliennes sous l'eau et surtout le coût de la maintenance. ouais, ça m'étonne pas. Et pour en revenir à Mais ta question, je pense que on peut être surpris par le classement, non? Parce que autant je pense que les pays de l'Est, style Pologne et tout ça, ils doivent être plus sur les énergies fossiles, étant donné que la Russie vend pas mal d'énergie fossile, il me semble. Mais après, savoir exactement quel pays est à la tête, là, je t'avoue. Pas d'idée. Et ben, pour... la question, c'était le plus gros producteur d'énergie renouvelable ou fossile? C'était de savoir si vous avez une idée du classement au niveau des pays, surtout en Europe, qui occupent les premières, deuxième et troisième positions en termes de producteurs d'énergie renouvelable. Ok. Bah, je dirais, moi, l'Espagne et le Portugal, je pense qu'ils sont pas mal, notamment en termes d'énergie solaire. Le Portugal, oui. Alors, il fait pas partie du podium, malheureusement. Mais bon, je vais répondre à la question. Je pense que ça ira plus vite. Alors, bon, malheureusement, ce sont les chiffres de 2018. J'ai pas trouvé les chiffres les plus récents. Mais en première position, on trouvait la Suède avec 49% Ah oui, c'est vrai, la d'énergie du Suède. mix énergétique. En deuxième position, on trouve la Finlande avec 46,9%. En troisième position, le Danemark. Et pour finir, l'Autriche qui est à 32,6%. C'est vrai que les pays scandinaves ils sont très très en avance en termes de transition écologique. Oui, c'est Oui, vrai, ouais. Ça me- il faut savoir que la Suède, c'est un des pays qui est le plus en avance en termes d'énergie renouvelable et ils ont même dépassé leurs objectifs de 5 points. Donc c'est vraiment un des meilleurs exemples en Europe. On peut aussi citer l'Allemagne parce que l'Allemagne, ils sont surtout en classement de filière. C'est eux qui occupent la première position pour le photovoltaïque et pour l'éolien. Mais l'Allemagne est encore assez loin quand même. Ils sont, il me semble, de mémoire 7 ou 8e, je crois. Ouais. Et la production d'énergie fossile en Allemagne, il me semble, je crois qu'il y a beaucoup de mines à charbon là-bas, il me semble. Oui, en fait, Et la stratégie de l'Allemagne, c'est qu'ils ont voulu donc réduire énormément leur pourcentage d'énergie nucléaire donc pour 2023. Mais par contre, la question du charbon pose encore problème. Il y a quand même une grosse partie de la production d'énergie qui est d'origine du charbon. Ok. Mais pour revenir sur les éoliennes, en fait, je suis étonnée que le nombre si bas d'éoliennes puisse être choquant, puisqu'en soi, déjà, les éoliennes, en fait, ça coûte cher de les construire et ensuite de trouver un endroit où les construire, parce enfin, il y a certaines dispositions législatives, il ne faut pas qu'il y ait des bâtiments, de la vie trop près. Et puis, en fait, c'est pas très rentable puisque le coût des matériaux, le prix de l'installation, de la maintenance, comparé euh, à, à l'énergie que ça produit, c'est finalement pas si rentable que ça. Et en plus, c'est pas très écologique proportionnellement.
Après, il y a des gens qui sont pour ou contre. Il y a toujours des débats dessus. C'est vrai qu'il y a un très gros débat sur l'énergie éolienne et c'est vrai que la principale problématique, c'est notamment du point de vue du paysage et notamment qu'il y a beaucoup de villages qui s'opposent justement aux constructions de parcs éoliens. Après, c'est pas faute d'avoir essayé de développer l'éolien offshore, qui était vraiment, il y a quelques années, le, on va dire, l'énergie à la mode. Mais il faut savoir aussi que pareil, que c'est toujours un problème de coût, de rentabilité. Et c'est vrai qu'en ce moment, une des énergies renouvelables préférées, on va dire, ça reste quand même le photovoltaïque, qui est assez simple, pas très compliqué à mettre en place, avec une rentabilité assez énorme. Et Bah, c'est vrai que je crois que c'est à Dubaï où enfin, l'énergie repose presque totalement sur le photovoltaïque. oui, c'est surtout que dans les pays d'Arabie Saoudite, on va dire que l'irradiance est quand même assez élevée, tout comme en Afrique. Donc en fait, c'est mieux pour eux de miser le tout sur le photovoltaïque. Après, la question au niveau du photovoltaïque, c'est peut-être que c'est plus simple à mettre en place d'un niveau individuel en fait. Contrairement à l'éolien où c'est plus à un niveau collectif en fait. Comme il faut mettre une grosse éolienne et tout. Alors que le photovoltaïque, par exemple, on peut en installer sur le toit de sa maison. Donc c'est plus simple aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a cette question-là. Après, il y a quand même quelques problématiques. Et d'ailleurs, c'est la problématique générale que pose la construction de parcs centrales photovoltaïques ou de construction de parcs éoliens. C'est notamment l'impact écologique, parce que ça, c'est quand même un gros point assez sensible au niveau des énergies renouvelables. Dans mon travail, j'ai vu beaucoup de projets photovoltaïques fermés parce qu'ils voulaient construire des centrales sur des lieux où il y avait des espèces protégées. C'est vrai. Et il y a aussi la question des bâtiments de France. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donc un collègue qui travaillait sur un dossier et la mairie s'était opposée à l'implantation de panneaux solaires sur une toiture parce qu'ils avaient peur que ça gâche le paysage, puisqu'en fait le bâtiment, enfin la maison en tout cas, était à proximité d'une église et ils avaient considéré l'église comme patrimoine. Ah Donc en d'accord, fait, ils font ouais, ça aussi dans les projets de photovoltaïque. D'accord, je ne savais ouais. pas. Oui, c'est assez surprenant, ouais. C'est assez surprenant comme chose. Ok. Juste avant de conclure, pour conclure cette chronique, quelques sources. On peut citer par exemple l'Euro-Observe qui propose chaque année son rapport annuel des énergies renouvelables. C'est d'ici que je tiens ma chronique. On peut parler aussi de l'IEA qui est le site de l'Agence internationale de l'énergie qui traite de toute la sécurité électrique et la question du changement climatique et de la pollution. Et pour finir, l'OFAT, qui est l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, qui promouvoit l'échange d'informations et d'expériences entre le ministère de la France et de l'Allemagne. Ok, bah merci beaucoup pour cette chronique. Du coup, on va passer à l'ISMA et le discours de Mère Teresa à Nagasaki. L'ISMA. On a perdu l'ISMA. Ah, vous m'entendez? Oui. Là, j'avais une petite latence à cause de la connexion. Oui, donc salut, moi c'est Lisa. Je vais vous, enfin pour toutes les prochaines fois et pour cette fois-ci, je vais à chaque fois vous lire un texte ou un discours que j'aurais choisi en lien avec l'actualité ou alors qui me fait penser à l'actualité. Euh, Aujourd'hui, ce sera un texte de Mère Teresa euh, lors de son allocution à Nagasaki
lors de sa visite au musée de la bombe atomique, de la bombe atomique qui était tombée sur Nagasaki et Hiroshima. Son allocution donc, a eu lieu en 1982, en avril 82, et porte sur le pardon. Je trouvais que c'était un texte très fort, donc je vais le partager avec vous. Nous avons besoin de courage pour pardonner. Et pour être en mesure de pardonner, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour dans nos cœurs. Pardonner. Nous devons également savoir que nous avons besoin du pardon. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un cœur humble. L'humilité et l'amour nous aideront à nous pardonner les uns les autres. Et au lieu de nous blesser mutuellement, nous commencerons à nous aimer les uns les autres et à voir ce qu'il y a de beau en nous. Chacun d'entre nous a quelque chose de beau. Si nous nous efforçons de le voir, nous serons en mesure d'aimer cette personne, même celle qui nous fait le plus de mal. Donc c'était un extrait en fait de l'allocution. Précisément la date c'est le 26 avril 1982. Et je sais pas si j'ai besoin de vous refaire un rapide retour sur la biographie de Mère Teresa, puisque je pense que tout le monde la connaît. En tout cas, au-delà de la personne qu'elle était, ou au-delà de son combat, ou de la signification de tout ce qu'elle a fait, je trouvais simplement que les mots employés et le texte étaient très beaux, porteurs de sens, qu'importe la religion, qu'importe si on est athée, si on croit ou non à Dieu, si on croit à tel Dieu, si on croit à un autre. En fait, je pense que qu'importe qui on est et qu'importe nos croyances, on peut être touché par ce texte. Et aujourd'hui, c'est très important de savoir pardonner, d'accepter de pardonner et de savoir comment pardonner. Très très dur, puisqu'en fait le pardon ça vient d'un seul côté, dans le sens où il ne faut pas attendre quelque chose en retour. C'est pas si je pardonne, dans ce cas-là, tu dois aussi me pardonner. C'est je pardonne et j'accepte que la personne en face ne veuille pas me pardonner. En soi, et aussi ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance lorsque les parents ou les professeurs nous disaient de nous excuser lorsqu'on avait fait des erreurs et tout. Je sais pas si ça vous dit, si ça vous rappelle des souvenirs aussi. Alors, pour moi, c'était pas les profs, mais plutôt les parents, mais oui. On n'est pas tous bons élèves. Pareil pour moi, c'était aussi les parents personnellement. Après, chaque parent avait aussi sa manière de punir. Oui. Punir ou dire ouais, pardonnez. Parce que pour le coup, moi, on devait s'excuser et dire pourquoi on s'excusait. Donc c'était vraiment genre insupportable. On pouvait pas échapper. Là, je le fais toujours aujourd'hui, ça. Je suis obligée de me ouais. justifier quand je me pardonne parce que en soi, c'est bien de pardonner, mais si tu sais pas pourquoi, c'est un peu un non-sens, quoi. Mm. Donc c'est bien Oui, aussi. Enfin, après, c'est plus dans une démarche de faire comprendre à l'autre que tu as compris pourquoi tu lui as fait du mal ou autre, la raison, quoi. Ouais, parce que sinon, ça manque de sincérité aussi, je pense. Mm. Mm. En tout cas, c'est clair que pardon, c'est quelque chose de très large et chacun l'interprète à sa manière et l'applique à sa manière. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, quand même, il y a très peu de gens qui s'excusent, en tout cas sincèrement.
Il y a ou beaucoup de moins fierté, facilement. je Et pense, qui bloque à ça. je, ah, je pense que le pardon, c'est plus facile à faire qu'avec des gestes qu'avec des mots. C'est plus dur à dire. C'est possible, ouais. Bon, bah. Ouais, Je sais pas, t'avais fini, pardon, excuse-moi. non, non, c'est bon, t'inquiète. Bah, j'allais justement laisser la parole à Margot, une autre passionnée. Du coup, bah. Ok, bon, bah. Merci en tout cas pour, pour ce magnifique texte. Et donc, bah, comme on vient de dire, on passe la parole à Margot. Ok, alors moi je vais vous parler d'une passion qui est là depuis que je suis très très petite, que j'ai toujours été bercée par les animaux depuis ma tendre enfance. Je vais parler d'éthologie, qui est une passion qui est venue en lien avec l'équitation. D'abord, l'éthologie, c'est quoi? Je pense que c'est toujours mieux de se référer à une def Wikipédia un peu bateau avant d'entrer dans des sujets un peu plus approfondis. Alors, selon Wikipédia, l'éthologie, c'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, incluant l'humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental par des méthodes scientifiques d'observation et de quantification des comportements animaux. Alors, il faut savoir que, du coup, l'éthologie, ça peut comporter absolument toutes les espèces qu'on peut connaître. Et ça inclut aussi l'humain. Donc, l'éthologie chez l'humain, c'est aussi très, très intéressant parce que on peut du coup comprendre l'humain alors qu'on est nous-mêmes humains et qu'on est censé le comprendre, mais avec cet aspect éthologique, on peut justement découvrir d'autres aspects. C'est ça aussi, je trouve surtout pas mal. Mais en gros, l'éthologie, c'est l'étude du comportement des espèces animales, en gros, en résumé. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que j'ai une relation un peu particulière. J'ai commencé l'équitation dès mes 4 ans. J'ai fait 15 ans d'équitation. Et l'éthologie, j'ai d'abord découvert ce mot. C'était un peu comment dire, un peu une mode à une époque de pratiquer l'éthologie et de faire de l'éthologie avec son cheval. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu une demi-pension sur une jument pendant un petit peu de temps qui m'a appris les bases de l'éthologie parce qu'elle, avec sa propriétaire, euh, avait déjà compris un peu les bases de l'éthologie. Et c'est grâce à ça que ça m'a amené vers ces méthodes douces, ce que je peux appeler méthodes douces d'apprentissage. Après, par la suite, j'ai surtout transmis ça à mes chiens, parce que j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie. J'en ai encore 3. Et ça m'a beaucoup aidé à les comprendre, et notamment avec un de mes chiens, Meiko, qui est un chien qu'on a sauvé depuis, ça fait maintenant 4 ans. Un chien qui n'a aucun code canin et qui a dû faire tout de A à Z, qui a toujours été accompagné et qui a toujours des séquelles aujourd'hui. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. D'abord, j'aimerais bien parler de l'éthologie sur son aspect pratique, mais plus que pratique, c'est-à-dire utile. Parce que, à mon sens, l'éthologie, ça doit être utile pour tout le monde. On a affaire tous les jours, soit dans notre famille proche, soit dans la rue, à un chien qu'on peut croiser. Et c'est surtout assez pratique et utile, surtout de le comprendre, dans le sens où la plupart des accidents domestiques faits par les chiens, c'est surtout dû à une incompréhension entre les deux espèces. Alors moi, je me suis toujours dit, et je me dirai toujours, c'est toujours la faute de l'homme, jamais l'animal, parce que l'animal a une façon de parler que nous, soit on ne comprend pas, soit on ne veut pas comprendre. Et je pense que du coup, l'éthologie, ça peut apporter c'est un peu cette clé à la compréhension et pouvoir parler avec l'animal, enfin, pas le parler justement, parce qu'on ne pourra jamais. On peut transmettre des émotions, mais parler un langage, c'est très très compliqué quand même. Surtout le comprendre et pouvoir du coup anticiper. Alors, l'éthologie, il faut savoir que c'est pouvoir replacer l'animal dans un environnement naturel propice à son bien-être. Ça veut dire qu'on va, par exemple, un chien, c'est le contraire, ça va être l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est un animal, l'attribuer des qualités qu'un humain peut avoir. Ça veut dire, par exemple, un chien, ça va jamais avoir un cerveau plus développé qu'un enfant de 7 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un chien d'avoir les... Par exemple, ce que je dis souvent, c'est qu'un chien ou même un chat, n'importe quel animal, ne peut pas conjuguer à l'imparfait.
C'est-à-dire que quand on va punir un animal, je prends l'exemple d'un chiot qu'on va punir parce il a pissé sur le carrelage pendant la nuit, lui, il va jamais comprendre que la punition, ça va être lié au fait qu'il a fait pipi, même si tu mets sa pisse devant ses yeux. Il va jamais faire le sujet. Il va jamais comprendre. Et c'est pouvoir justement comprendre l'animal pour mieux anticiper et préserver l'apprentissage dans un environnement qui est propice à son bien-être. Alors, la problématique du chien, c'est qu'il a depuis longtemps retiré de son état sauvage, ce qu'on a longtemps comparé à un loup. Et ça a été sujet beaucoup de controverses et, comment dire, oui, c'est ça. Par exemple, avec la place du mâle alpha, parce qu'on l'a toujours comparé au loup. Alors que maintenant, en fait, le chien, il faut savoir que d'abord, ça a été un animal qui a été utilisé pour les humains dans l'agriculture. La plupart des chiens et des espèces ont été créés pour faire fuir des animaux, des nuisibles, pour préserver les cultures. Et petit à petit, l'humain a su trouver dans le chien un aspect très agréable ou très, très câlin, qui est très, très, très famille. Et c'est pour ça que les chiens sont rentrés dans la vie des humains petit à petit et sont devenus domestiques. Et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu de cet aspect de loup parce que depuis, ils ont été domestiqués depuis des milliers et des milliers d'années. Et c'est des rapprochements qu'on peut très bien faire avec le loup, par exemple. Bon, je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà même entendu des gens me dire qu'il fallait pas croiser le regard d'un chien parce que les loups, ils se sentent menacés quand on croise le regard. Alors ça, pas du tout. Il faut savoir qu'un chien, c'est comme un chat. Ça veut dire que s'il vous regarde très longuement dans les yeux, c'est juste un signe de bien-être et c'est plus un signe d'affection qu'il vous apporte. C'est donc dans toutes ces phases-là que l'éthologie est important de connaître parce que du coup, on peut vraiment comprendre l'animal et aller vers lui euh, avec une certaine délicatesse. Comprendre les réactions d'un animal, c'est pouvoir les anticiper, et notamment avec des signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, on va pouvoir revoir ça plus tard parce que c'est très loin à expliquer. Et c'est surtout, moi j'insiste aussi sur le fait que ça peut, et c'est pas que ça peut, c'est que c'est pour éviter les accidents domestiques. On entend souvent des chiens qui, par exemple, ont mordu des enfants, et en fait on se rend compte que l'enfant il était dans le panier du chien et le chien était en train de dormir. Il faut savoir que c'est comme tout le monde, ça veut dire que quand on te surprend en train de dormir et qu'on vient te réveiller brutalement, je pense pas on soit très content de ça. Et moi, la première, je déteste qu'on vienne me réveiller. Enfin, voilà, j'espère pouvoir du coup, avec cette petite introduction sur l'éthologie, pouvoir vous faire un peu rentrer dans ma passion et j'aurai l'occasion de parler un peu plus en profondeur de l'éthologie sur certains aspects, notamment chez le chien, parce que j'ai pu l'apprendre avec, avec les chevaux, mais c'est surtout avec les chiens où j'ai eu beaucoup plus d'interactions. Alors, je sais pas si vous avez des questions ou comment dire, des questions. Alors moi, c'est pas une question. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que tu disais que c'était pas de la faute de l'animal si il y a comment dire, des choses qui se passent pas forcément sympathiques. Ça me fait penser à une affaire de 2016 apparemment, qui est toujours en cours de jugement ou d'enquête, je sais pas exactement. Et donc j'ai vu ça sur l'AFP, c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais plus exactement. En gros, l'affaire, ça concerne une femme qui a été tuée qui a été tuée entre guillemets par un chien. Et donc le compagnon de cette femme qui est aussi, enfin qui eux deux étaient propriétaires d'un chien, a protégé, a défendu son animal en disant que non, ça peut pas être lui, c'est pas possible, il peut pas être le coupable de ce crime-là. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais
Bon, la justice a dit, ouais, mais on a retrouvé l'ADN du chien, donc ça va être difficile de dire autre chose. Mais globalement, c'est vrai que c'est difficile de dire qu'il y a un chien qui est condamné pour meurtre, tu vois. Ouais, je sais que cette affaire a été très très compliquée parce que justement, il y a aucun témoin et on peut pas vraiment. C'est comme dans tout crime, on peut pas vraiment refaire la scène, sachant que. Alors, je crois que c'était des chiens de chasse qui s'étaient attaqués aux chiens de la personne. Ou, et dans la lutte, c'est vrai que j'ai suivi cette affaire à un moment et j'ai un peu décroché parce que je savais que c'était en cours. Et ouais, il faudrait que je me raccroche à ça. Mais je sais que c'était très complexe parce que, évidemment, il y avait l'ADN du chien qui était un peu retrouvé partout. Et en plus de ça, je crois que le chien qu'ils avaient, c'était un chien de catégorie. Donc, un chien je crois que c'était un pit ou un staff. Donc, c'était une catégorie. Les chiens, ils sont classés par catégorie. Il y a des catégories qui sont classées pour dire que le chien peut être dangereux, des chiens de combat par exemple. Donc ça fait partie des pitbulls et des hamsters. Et du coup, c'était ça aussi qui faisait pencher la balance. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Il faudrait que je m'y repenche parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup intriguée. Par opposition, je sais pas si vous avez vu, en Grèce, la maltraitance animale est passible de 10 ans de prison maintenant. Ah oui. Non, je savais pas. Eh ben, Ouais, moi non plus. ouais. C'est Comme un crime en intéressant. France, quoi. Je ne savais pas non plus. Ouais, mais c'est incroyable. Oui, c'est Enfin, incroyable. la différence entre les affaires comme ça. On a une question dans le chat. Ah, Julien Chess qui demande si c'est une matière qui a pour objectif de créer une meilleure compréhension des animaux par les humains ou l'étude des comportements animaux. alors, l'éthologie en soi, c'est l'étude du comportement animalier des animaux. Après, via l'éthologie, on va pouvoir justement apprendre le langage canin. Je vais prendre mon exemple plus bateau. Grâce à l'éthologie, on va pouvoir apprendre le langage canin, grâce notamment aux signaux d'apaisement, c'est-à-dire un truc tout bête, un chien qui grogne, c'est pas un chien qui est méchant. Moi, j'ai mes chiens, ils peuvent me grogner dessus, moi, ça me dérange pas du tout. Parce que, un exemple qui est lié à l'éthologie, quand un chien grogne, ça veut dire simplement, là, avec des mots un peu vulgaires, là, tu m'emmerdes, en fait. Moi, j'ai mes chiens, ils peuvent me grogner dessus, je vais savoir, ok, bah, je vais pas plus loin. C'est comme quand quelqu'un vient me crier dessus en disant, là, ça me fait chier. Bah, c'est là exactement la même chose. Et c'est pas à punir, parce que les gens ont tendance justement à punir ce comportement-là de grognement pour l'éviter. Alors que, en fait, si tu punis le comportement de grognement, tu viens directement à la morsure. Ça veut dire que tu apprends à ton chien plutôt que de te prévenir que là, il n'est pas content et que vraiment, il veut pas il veut pas de toi, quoi. Tu vas lui dire, supprime ça et passe directement à la morsure. Donc ton chien, à force, il va oublier ce signaux d'apaisement qui vient te dire que je peux plus là, pour directement passer à la morsure. C'est le cas le plus fréquent, en tout cas, des accidents domestiques. C'est-à-dire que le chien, on l'a tellement engueulé parce qu'il grogne que maintenant, il vient à mordre automatiquement. Et donc, c'est par cette étude de l'éthologie qu'on va essayer de comprendre de comprendre l'animal et qu'on va pouvoir justement créer un apprentissage propice à la compréhension entre les deux espèces. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais les deux sont liés. C'est grâce à l'éthologie qu'on va pouvoir avoir un apprentissage plus, en respectant enfin, avec beaucoup plus de respect de l'animal qu'avec d'autres méthodes. Ok. Merci. Eh bien, trop merci aussi. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur l'éthologie ou on passe à autre chose? Personne? Il n'y a pas pour moi. Ok. Non, non plus. Bon. Personnellement, c'est bon pour moi aussi. Ok, super. Bon, bah alors, sans transition, je me permets de ne pas faire de transition. Yes. Donc, je vais vous parler d'un manga que j'affectionne beaucoup, que j'avais commencé à lire il y a quelques années,
plus ou moins au moment où il sortait. Je donne la date des derniers tomes, ça doit être 2012 à peu près, un truc comme ça. Donc ce manga s'appelle Woodstock, et pour parler de ce manga, je vais d'abord faire une petite aparté sur justement sur cet événement que j'espère que tout le monde connaît. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Woodstock? Moi, je ne connais pas. Je connais pas du tout. Ok, Ah, moi, je suis Woodstock sur Twitter, mais c'est un chat, donc... d'accord, rien à voir. Bon, C'est bah pas alors la du même coup, chose, hein. l'explication s'impose. Donc Woodstock, c'est un événement qui a marqué beaucoup de gens à un moment, parce que ça se place dans un contexte où c'est la guerre froide, il y a pas mal de conflits dans le monde, c'est pas super joyeux, et à côté de ça, il y a beaucoup de groupes de rock qui se forment et tout ça. Ouais, ça prend de l'ampleur, on va dire. Et il y a deux personnes qui vont avoir l'idée, donc je vais pas donner les noms parce que j'ai oublié. Il y a deux personnes qui vont avoir l'idée de créer un festival qui s'appelle Woodstock et qui aurait dû avoir lieu à Woodstock. Sauf que suite à des complications, ils n'ont pas pu avoir leur place à Woodstock. Du coup, ils ont dû se déplacer un tout petit peu au sud de Woodstock, à Bethel, dans l'État de New York. Et ils vont organiser ça du 15 au 18 septembre 1969. Donc là, ça place vraiment bien le contexte. Tout l'aspect hippie et tout ça qui est dans cette époque-là, bah, ça, c'est, on va dire, un des événements les plus marquants de cette période-là. Et durant cet événement, on va retrouver des grands noms comme Jimi Hendrix, que j'espère que les gens connaissent, et un autre groupe qui s'appelle The Who, et puis 29 autres artistes dont les noms sont un peu moins connus. Et c'est vraiment un symbole du rock de cette époque-là, et de paix aussi durant cette époque-là. Et donc le manga se base là-dessus et va parler donc d'un groupe entre guillemets qui s'appelle Charlie, et qui on va dire entame sa carrière sur Internet. Et donc, en final, c'est un mec tout seul qui a décidé de faire un groupe sur Internet, et qui va mettre sa musique qu'il compose et tout ça. Et il commence à avoir des fans. Et à un moment, on le pousse, entre guillemets, à créer un groupe, en fait. Et petit à petit, il va se retrouver avec des vrais membres dans son groupe. Et on va suivre donc l'évolution de ce groupe qui est donc nommé Charlie, et l'obsession du créateur de Charlie à vouloir faire un Woodstock au Japon. Je n'en dirai pas plus pour savoir s'il a finalement réussi ou non. Mais vraiment très intéressant, et l'auteur durant le manga donne des conseils de musique aussi, que je conseille personnellement d'écouter en même temps que lire le manga, parce que ça donne vraiment ça te met vraiment dans l'ambiance. Et voilà, donc le manga est sorti en 2008 et il comporte 18 tomes, et il est actuellement fini, malheureusement. Bon, heureusement d'une certaine manière, parce qu'au moins on a la conclusion de l'histoire, sinon ce serait triste. Mais voilà, donc pour se donner une idée de ce qu'était Woodstock et tout ça, je vous conseille fortement ce manga. Et puis, pour terminer sur l'auteur, donc, qui s'appelle Asada Yukai, il a fait... Donc en gros, Woodstock, c'est son premier manga. Il y a des moments où le dessin, l'écriture et tout ça, forcément, si c'est son premier manga, il a eu le temps de perfectionner après. Mais voilà, il en a fait ensuite 3 autres, donc 2 en tant que dessinateur uniquement, et un lui tout seul. Et je les ai pas lus malheureusement, mais si ça vous intéresse, je peux vous donner les noms. Donc celui qu'il a fait juste après, c'était en tant que dessinateur, c'était Toko Zero en 2013. Le manga qu'il a fait tout seul, ça s'appelle Ice Pig
qui date de 2016. Et le dernier en date et qui est actuellement en cours, il s'appelle Siren Rebirth, à partir de 2017. Donc ouais, il est actuellement en cours. Je crois qu'il a une 5 ou 6 tomes, un truc comme ça. Et voilà. Et puis je vais parler un tout petit peu d'un webtoon que je lis actuellement. Alors déjà, je sais pas si je vous ai donné envie de lire Woodstock ou pas du tout. Ça m'a En ça m'a vrai, donné pas envie, mal. ouais. C'est vrai? Mm. Cool. L'histoire est originale. Ouais. En J'ai vrai, commencé à le lire. vraiment. Ah, nice. Nice. Et ouais, je vais faire une petite aparté sur des webtoons. Je vais essayer de faire ça régulièrement. Parce que je lis pas mal de webtoons. Et là, en ce moment, j'en lis un qui s'appelle Viral Hit. Donc en français, Viral Hit. Plus facile. Et alors, j'ai oublié de noter le nom de l'auteur, mais j'essaierai la prochaine fois. C'est un auteur ou une auteure, je sais pas comment on dit. Enfin, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, peu importe. Qui a fait 2 webtoons, donc sur la plateforme Webtoon, justement. Et ouais, ces 2 webtoons, ils sont absolument fantastiques. Et celui-là, vraiment, j'ai lu le dernier chapitre hier et il est fabuleux. En gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui se fait persécuter. Voilà, et qui va vouloir affronter et sortir de sa case de loser. Et il va, ouais, en gros, il va s'aider du fait que son harceleur est sur une plateforme de style YouTube. Je sais plus quel nom ils ont donné exactement. Mais voilà, donc en gros, son harceleur fait des vidéos. Il se dit, tiens, il fait des vidéos, moi aussi je veux faire des vidéos. Ah, je veux de la thune, ok, bah je vais faire ça. Et il se retrouve à lutter contre ce harceleur et essayer de devenir le loser qui va changer de catégorie. Voilà. Et vraiment, il est cool. Et son deuxième manga, c'est aussi à la base d'un mec qui se fait harceler, mais ça évolue aussi. Et vraiment, c'est une façon d'approcher le harcèlement qui est... Enfin, en gros, c'est plus du harcèlement que tu vas avoir comme vision dans les mangas et manhwas. Mais parce que je pense qu'on n'a pas tout à fait ce genre de harcèlement chez nous. Mais en vrai, c'est super intéressant et voilà, je vous les conseille aussi. Donc le dernier qu'il a sorti, ça s'appelle donc Viral Hit, et celui qu'il a commencé depuis un moment, ça s'appelle Lookism. Donc l'auteur, il crée un personnage qui prend son harceleur pour modèle. Non, pas tout à fait, non. Mais il prend le fait que le harceleur fait... J'ai peut-être assez mal expliqué le truc. Mais... Non mais j'embête surtout. Hein. Non, t'inquiète. Non, en gros le mec n'est pas dans un... On va dire, sa mère, elle est malade et il a pas beaucoup de sous et tout ce qu'il veut, c'est trouver de l'argent. Et en gros, il apprend que son harceleur, il se fait beaucoup d'argent en faisant des vidéos sur l'espèce de YouTube. Et du coup, il se dit, bah ok, bah moi aussi je vais faire ça. Et puis finalement, son contenu va évoluer à cause ou grâce de son harceleur. Et voilà. Est-ce que Ok, quelqu'un... ouais, t'as raison, c'est une bonne. C'est un bon moyen de parler du harcèlement. Mais comme tu as dit, c'est le harcèlement en Asie et en France, c'est complètement différent. Oui. Bah, déjà, il y en a beaucoup moins. Parce que j'imagine que c'est du harcèlement scolaire. Oui, voilà, oui, ils sont au lycée, ouais. Surtout Ouais, au ouais. Japon, il y a un Je- gros pourcentage d'harcèlement. Ouais, Japon et Corée, je pense, les deux, parce que sur le physique, surtout, et sur quelques trucs, dès que tu sors un peu du lot, je pense que tu ramasses plein la figure dans ces pays-là. Ouais, complètement. C'est incroyable à quel point il faut être conforme aux autres. Ah ouais, Et, beaucoup, ouais. et ça suit beaucoup de vagues de suicides en plus, Mm. d'après ce que j'avais compris. Mm. Ouais. Alors, il y a un mal-être dans cette société. C'est des pays où il y a vraiment une pression sociale très très forte. Donc, Ouais. Après, ils essaient de faire des efforts aussi, mais justement, je trouve que ces 2 manhwas-là sont assez intéressants pour aborder l'aspect du harcèlement, parce que c'est pas un...
c'est pas un genre juste une victime, c'est une victime qui veut évoluer de son truc sans pour autant se laisser abattre quoi. Autant donc Viral Hit, c'est vraiment un mec qui qui veut changer mais un peu malgré lui d'une certaine manière et c'est aussi malgré lui que le harcèlement lui tombait dessus. Autant dans l'autre, donc je peux vous faire un vite résumé de Lookism. En gros, c'est un mec petit, gros, qui se fait harceler par les caïds de son lycée. Et il va demander à sa mère de changer de lycée. Et quand il va arriver dans son autre lycée, donc ici il va commencer à habiter tout seul et tout, il va avoir enfin, il va se réveiller dans un corps qui n'est pas le sien. Et en fait, il peut changer de corps quand un des deux corps dort, il est dans l'autre, etc. Donc il ne dort jamais, globalement. Et l'autre corps, c'est un mec grand, mince et tout ça. Donc typiquement, l'aspect, entre guillemets, parfait pour éviter le harcèlement. Et du coup, tu te dis au départ, bon, bah ok, c'est réglé, il va essayer de garder ce corps-là, et puis fini, fin de l'histoire. Mais en fait, il y a des aspects un peu plus subtils que ça, et je trouve que c'est justement, en gros, tu suis la victime dans son évolution, et pas simplement dans la facilité de scénario, on va dire. Je sais pas si c'est très clair, mais... J'aime bien la thématique. Donc, à mon avis, je pense que je vais la rajouter sur ma liste. Je pense. Je te le conseille. Enfin, je te les conseille les deux. Lookism, il a pas mal de chapitres. Je sais plus exactement, mais je crois qu'il en a plus de 300. Et Viral Hit, le 12e est sorti hier, mais les 5 derniers sont payants. J'irai me renseigner. Ouais. Voilà, voilà. Lookism, je comptais le lire justement, mais je savais pas trop si c'était bien ou pas. Bah, tu me confirmes du coup que je dois le lire. Voilà. Cool. Ok, est-ce que quelqu'un veut renchérir sur autre chose ou pas du tout? Je voudrais revenir sur le manga dont tu as parlé au début. Woodstock? Oui, si j'ai bien compris, c'est un manga de musique. Oui, tout à fait, oui. Plus, ah, ok, d'accord. Ouais, j'essaierai de me renseigner, mais moi de base, je suis pas très manga de musique. Alors j'avoue que... C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Bah ouais, après voilà, mais moi j'aime beaucoup la musique. Et c'est vrai que tu te dis, lire une œuvre sur la musique, c'est un peu difficile. Mais en fait, j'ai un autre manga sur la musique que j'en parlerai plus tard de ce manga-là, parce que c'est un auteur que j'aime bien aussi. Mais t'appréhendes beaucoup de lire un manga sur la musique parce que justement t'as pas l'aspect musical derrière quoi. C'est pour ça que je disais que c'était bien de regarder ce que l'auteur conseillait comme musique et de faire une playlist ou même d'écouter carrément les sons de Woodstock à ce moment-là parce que ça te donne un peu plus dans l'ambiance, mais ne serait-ce qu'avec les images tu sens quel genre de musique est joué et tout ça, genre si c'est la musique plus calme, la musique avec plus d'attaque et ce genre de choses. Et en vrai si l'auteur se débrouille pas mal là-dessus, pour le coup. Et du coup, bah, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il doit beaucoup jouer avec les onomatopées japonaises, hein, où il y a des... Ouais, assez, ouais. Mais non, c'est plus avec les mouvements, je trouve. D'accord, ok. Pour le coup, c'est vraiment plus avec les images, les mouvements et tout ça. Avec la lumière aussi. Bref, avec tout l'aspect visuel, il arrive à transmettre un peu la musique et je trouve ça vachement cool aussi. Ok, je suis curieux. J'irai voir. Ouais. Ok, bon bah du coup, je vais terminer ma chronique ici et je vais lancer la transition pour Ace. Alors, pour terminer, je vais parler de fantasy, de médiéval, de littérature fantasy. Je voudrais savoir, déjà tout d'abord, s'il y a des lecteurs de fantasy ou peut-être de science-fiction parmi vous. Moi, pas du tout.
Moi, j'ai lu il y a quelques années, ouais, c'est super bien. Ça t'emmène dans des délires imaginatifs trop bien. Qu'est-ce que tu avais lu? Ah, Alors, j'ai lu L'Alchimiste, je sais pas si tu vois. non, je connais pas. Enfin, ensuite, j'ai lu plein d'autres trucs, vraiment de tout ce qui va de la plus action à ce qui est plus aventure, mais toujours dans la science-fiction. D'accord. D'autres personnes? Dans la science-fiction, je suis assez fan des œuvres d'Asimov, justement, avec ses Hmm, droits de la robotique et tout. d'accord. Mais bon, après, ça fait des années que je n'ai pas Bah, lu, donc je suis un peu et rouillé. je vais plutôt parler de fantasy ce soir. C'est vrai Ok, qu'Asimov, ça rentre pas trop dans le thème. ok, ok. Non, personne d'autre. On dirait pas. Alors donc, bah, le roman dont je vais vous parler ce soir, c'est Le Nom du Vent de Patrick Rufus. C'est un roman de fantasy qui est bon, aujourd'hui qui est assez populaire, mais pas au même niveau qu'un Trône de Fer qu'un Seigneur des Anneaux. Je vais vous lire une partie déjà tout d'abord du résumé de la quatrième de couverture, que je trouve est très 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 bon, résume plutôt bien l'œuvre. Alors, j'ai libéré des princesses. J'ai incendié la ville de Trevon. J'ai suivi des pistes au clair de lune que personne n'ose évoquer durant le feu. J'ai conversé avec les dieux, aimé des femmes et écrit des chansons qui font pleurer des ménestrels. J'étais exclu de l'université à un âge où l'on est encore trop jeune pour y rentrer. J'y étais allé pour apprendre la magie, celle dont parlent dans les histoires. Je voulais apprendre le nom du vent, mon nom est Kvot. Vous avez dû entendre parler de moi. Et donc, on va suivre l'histoire de Kvot, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. On nous présente tout d'abord au début du récit comme un, un aubergiste un peu blasé, qui a la trentaine, mais qui est blasé. On a l'impression qu'il est au bout de sa vie, il a tout fait, il a plus ou rien. Et ce qui est curieux, c'est qu'il va rencontrer un personnage qui sera scribe et qui l'obligera à raconter un peu son histoire. Donc par la suite, il va narrer son histoire à la première personne. On apprendra qu'il a une enfance un peu plutôt heureuse, avec des parents qui sont comédiens ambulants, où il apprendra déjà à un certain âge à se débrouiller. Et suite à un événement, il se retrouvera tout seul dans une ville rongée par le crime, par la haine, où ça sera très très dur pour lui. Il devra apprendre à se débrouiller tout seul, il devra apprendre à mendier, il connaîtra la dureté de la pauvreté de la vie. Et il finira par rentrer, après maintes efforts, par un déclic, dans une université où on pratique surtout une très grande école de magie assez populaire, où l'histoire commencera essentiellement à ce point-là. Mais je vais en dire un peu plus. Ce que j'aime dans ce livre, bah, c'est le personnage de Kvot, qui est c'est quelqu'un qui est très débrouillard, qui fait preuve d'une intelligence hors pair. Bah, il a quand même réussi à créer une réputation par ses actions, mais aussi en faisant preuve d'ingéniosité, en exagérant. Euh, dans ses dires, il y a beaucoup de choses qui sont du coup dans les légendes qu'on raconte sur lui, il y a beaucoup de choses exagérées, qui sont un peu une vision différente de la réalité, c'est ça que j'aime bien. Il a, c'est un roman de fantasy où le personnage n'est pas caricatural, comme on peut l'entendre. Certes, il a des facilités et tout, mais pour parvenir à ses fins, il faudra toujours qu'il en bave, qu'il puisse, euh, qu'il puisse y arriver. Euh, L'univers de l'histoire est très très bien construit et cohérent. Notamment, un peuple il y a beaucoup de peuples dans cet univers. C'est un univers qui est très riche
en histoire, en légende, mais qui sans pour autant ne dénaturent pas le récit, ne prennent pas une place trop importante. La présence de la magie dans cet univers est très bien détaillée, elle est développée en 3 catégories bien connues, c'est-à-dire les runes qui permettent de rendre des objets, qui permettent d'offrir des objets des propriétés magiques. Genre par exemple, un exemple tout bête, c'est des lanternes qui vont repousser des flèches. Et c'est un mélange, intelligent entre l'utilisation de runes et puis la création au sens propre en utilisant des outils, des mécanismes et tout. Il y a la sidérurgie qui a un petit peu la capacité à puiser sa force dans la chaleur pour pouvoir effectuer des actions plus ou moins magiques. Et la, il y a le nommage, ce qui est vraiment faire appel à un élément, connaître son nom pour pouvoir l'utiliser à sa guise. Entre autres, le nom du vent qui est un petit peu le nom dont recherche Kvothe dans sa quête. Parmi les peuples, il y a notamment un peuple qui m'a marqué parce que j'ai trouvé vraiment que c'était très original et j'ai rarement vu ça dans un univers de fantasy. Euh, c'est un peuple qui parle uniquement avec les mains, avec des postures et des gestes, qui utilise très peu les mots parce que c'est quelque chose de considéré comme tabou dans ce peuple. Enfin, pas tabou, mais uniquement réservé à la famille, aux êtres très chers. C'est quelque chose assez pudique, voilà. Et au contraire, c'est à ce contraire-là, ils n'ont pas de tabou avec le corps, avec le plaisir charnel, contrairement en paradoxe avec notre société à nous. Et entre autres, et les chanteurs sont considérés d'ailleurs dans ce livre comme des putes. Ah bah, super. Oui, 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 d'ailleurs, les troubadours et les chanteurs, ils sont considérés, sont vus d'un très mauvais œil parmi ce peuple. Il y a également une romance entre 2 personnages qui s'appellent Kvothe et puis sa fiancée, enfin pas vraiment fiancée parce que c'est assez compliqué entre les deux, qui s'appelle Dena. C'est un amour, bon, je ne suis pas trop spécialiste en tout ce qui est romance, mais c'est très pas courtois, mais assez réaliste. Chacun ont tous les deux leurs problèmes, leurs humeurs, ce qui fait qu'à des moments, ils vont être plus ou moins proches, ils vont vivre certaines aventures. Puis d'un autre côté, ils vont être très en froid, notamment le personnage d'Enak, d'où Kvothe ne saura jamais exactement où elle est, parce que c'est une fille assez pauvre, forte de caractère, mais qui recherche des tuteurs pour lui apprendre à jouer de l'instrument. Et donc, elle est souvent partie à droite à gauche. Le personnage, chaque fois, tombe un petit peu dessus par hasard. Et donc, le livre en lui-même est très agréable à lire. C'est un livre qui se narre à la première personne, du point de vue de quoi. Personnellement, je l'ai dévoré très rapidement. Le livre doit faire 600 pages et je lis très facilement 50 pages, voire 100 pages en une seule lecture. L'écriture est très claire, très lisible, mais le lecteur, le narrateur, a cette facilité à vraiment transmettre des émotions par la lecture, notamment comme le personnage de Faute est très habile dû à son éducation avec la musique, le luth et le chant. Parfois on arrive vraiment à ressentir quand il joue de la musique à travers l'écriture. C'est très très détaillé, c'est super bien. Et donc, pour des personnes qui ont d'autres références, ça pourrait éventuellement faire penser à des romans comme L'Assassin Royal, qui est très très connu, notamment dans la narration, ou un peu plus vieux, Le Cycle de Terre et Mer,
qui est aussi beaucoup, qui est un univers qui est très ancré sur l'histoire des noms, la magie des noms. Ok. J'espère que j'ai donné envie de lire. J'espère que je vous ai envie de lire ce livre. J'avoue, je suis curieuse. À l'occasion, peut-être. Actuellement, il y a deux tomes de sortie. Le premier était sorti en 2012 et l'autre tome est sorti dans l'année qui suit en deux parties. Et depuis, ça fait 10 ans qu'on attend le tome 3 qui n'est toujours pas sorti et qui, à ce qui paraît, sortira en 2021. Mais l'auteur avait dit avait communiqué sur le fait qu'il avait déjà d'autres affaires privées à gérer dans sa vie. Il ne pouvait pas trop se concentrer à l'écriture. Ah mince. Mais normalement, il arrive. Ça a été plus ou moins annoncé. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un Personne, veut poser des questions quelqu'un veut rajouter. Je la rajoute sur ma liste aussi. Bon, après, je t'avoue que ma liste de lecture est assez longue, mais Je c'est vrai que comprends. c'est vrai que c'est particulier, mais ça m'a donné vraiment envie d'en savoir un peu plus sur le bouquin. Et je suis en train de regarder sur Le, Internet en même temps. le résumé m'intrigue réellement. C'est pas, je suis pas très. Enfin, moi, ma lecture, ça se résume. C'est un peu. C'est très résumé à du développement personnel. Mais c'est vrai que le résumé m'a donné beaucoup envie de lire. Ça m'intrigue énormément. Ah, moi, contrairement, je lis très peu de développement personnel. Pourtant, c'est le genre. Enfin, j'ai tellement de trucs à lire entre les Ouais, bien sûr. mangas, les romans et tout. J'aime beaucoup. J'aime bien. J'adore la fantasy. Je baigne dedans depuis que j'ai commencé. Depuis que j'ai commencé à lire depuis 12 ans, il me semble. Mais c'est un domaine que je connais, que j'aimerais bien connaître encore plus. Donc, après, à l'occasion, peut-être que je lirai d'autres choses, mais il faut avoir le Mm. temps. C'est sûr. Et t'as dit que l'auteur, il était de quelle nationalité? Je crois que c'est États-Unis. Ah, comme d'habitude. Oui, Tous les bah, romans viennent de là-bas. en France, en science-fiction fantasy, par Alain Damasio, qui est très réputé, Mm. personne ne connaît. Ah, j'en parlerai peut-être un jour d'Alain Damasio. Ouais, pour faire un peu parler de la France. Mais c'est vrai que, ouais, comme t'as dit les bons romans de science-fiction et puis les romans qui ont plusieurs tomes bah, viennent généralement des pays anglo-saxons, Angleterre ou États-Unis. Après, je ne suis pas La place est spécialiste, mais libre en France. c'est vrai qu'en France, on a un petit peu un blocage avec tout ce qui est imaginaire, fantasy, science-fiction. On est beaucoup plus réaliste dans notre façon, dans la très grande majorité des gens de concevoir des livres. Ça, je sais pas, Donc, mais en fait, je suis en train de penser parce surtout qu'en en gros, France. je pense que c'est surtout dans le monde, entre guillemets, des grandes éditions plus que dans l'amateur, parce que je pense que tu dois trouver pas mal Enfin, en tout cas, en fantasy, pour les bandes dessinées et tout ça, tu trouves pas mal d'amateurs sur Internet qui font justement ce genre de thème-là. Mais c'est vrai que dans les milieux des grandes éditions, tu vas trouver beaucoup moins de monde là-dessus. En bande dessinée, on est très très bon, hein. Surtout, Oui, ah oui, oui, clairement. Oui, Non, non, oui, mais en ce que bande je veux dire, dessinée, c'est que oui. mais même pour les romans, en fait, je prends surtout l'exemple du salon du livre qui a lieu théoriquement, sans compter cette situation, tous les ans à Paris. Je parle du grand salon du livre, pas ceux qui ont lieu à droite à gauche. Mais durant le salon du livre à Paris, tu as plusieurs espaces avec les différents éditeurs, etc.
Et tu te rends compte que, en fait, il y a des auteurs, mais tu les vois pas dans les grandes éditions. C'est plus soit dans des éditions plutôt locales, soit sur des éditeurs sur Internet, tout ce genre de choses, mais moins dans les grandes éditions. Le, Ouais. le problème dans France, c'est que la fantasy, bon, les mœurs changent parce que avec les jeunes qui grandissent, mais enfin, par les anciens, par les spécialistes anciens, ça a souvent été considéré comme un genre, un sous-genre de littérature jeunesse, un peu obscur, pas vraiment de la vraie littérature. Hmm. Notamment, tu vois, quand tu vas dans des supermarchés et grandes surfaces, tu peux être sûr que le rayon fantasy sera considéré comme rayon jeunesse, alors que non, ça marche pas comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a aussi une manière d'écrire. Il y a des romans fantasy qui peuvent être qui seront automatiquement considérés plutôt comme romans adultes, enfin adultes, voilà. Euh, parce que dans la plume, en fait, dans le style. Parce qu'en soi, les romans jeunesse fantasy, il y a quand même une facilité de lecture qui est qui fait jeune en fait et pas forcément adulte comme on l'entend comme on l'attend en fait. Et puis au-delà aussi je pense que les maisons d'édition elles choisissent les romans en fonction du public, en fonction des demandes. Donc s'il n'y Ouais. a pas beaucoup de gens qui vont donc ouais comme enfin je pense que ça dépend vraiment du goût et de l'appétence des Français pour ce genre-là. Mm. Mais c'est vrai qu'en soi, on voit beaucoup ça sur Internet, des essais, enfin des personnes qui écrivent des romans fantasy. Ouais. Il y a une application qui est super bien, mais je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. J'ai bien cité Webtoon tout à l'heure et YouTube, donc vas-y, fais-toi plaisir. C'est Wattpad, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Si, je crois que je connais. C'est une appli où je sais pas si on peut y accéder par internet. C'est une appli où n'importe qui peut publier des poèmes, des histoires qu'ils ont écrites, et il y a de tous les genres. Tu dis Et que on ça tombe s'appelle vraiment comment? sur des trucs super bien. Wattpad. Wattpad. Il y a pas mal de livres qui ont été d'auteurs qui ont été découverts sur cette application-là et qui ont ensuite publié dans des maisons d'édition. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est Ouais. bien, ouais. Mais ça dépend vraiment, hein, parce que vraiment, tu tombes sur tout. Il y a des trucs, c'est vraiment catastrophique et d'autres, trop trop bien. Ok. Ouais, je vais tester ça Ok. sur Spotify. Ouais, je vais essayer de voir aussi. Ouais. Peut-être des trucs qui me plairont. J'avoue, moi, je suis plutôt roman policier à la base, donc. Ouais. J'aime bien les romans, les recueils de lettres. Il y a aussi le développement personnel que j'aime beaucoup. Ouais, après, Ah oui, les moi, du recueils coup, de lettres, c'est trop beau. ouais, C'est- j'adore ça, moi. C'est vraiment le seul type de littérature qui m'a vraiment marqué. Donc, Ah ouais, moi, j'avoue ouais. que ça me fait penser au cours de littérature ou de français au collège et lycée où t'es obligé de lire des livres. Alors, du coup, j'avoue que j'en suis devenue peut-être allergique à cause de ça, mais. Bah, si une prochaine fois vous en avez des bons à conseiller. Il y a il y a le recueil de lettres. Enfin, c'est un roman sur la relation épistolaire entre deux poètes allemands. Je sais plus leur nom, ils sont très connus. Je sais pas si vous pouvez, mais si ça vous dit Non, quelque chose. non, pas du tout, mais je veux bien connaître le titre. Ah si, je crois que c'est Rainer Maria Rilke. Je le prononce pas du tout bien, j'imagine. Ça va être- C'est très très beau. Rainer, enfin vraiment comme ça se prononce, hein, Rainer Maria Rilke. Ok. Il s'appelle Lettre à un jeune poète. Ok. J'essaierai de m'intéresser parce que j'avoue que ça, vraiment, c'est vraiment pas le genre de lecture, mais c'est bien de pouvoir changer un peu aussi, découvrir de nouvelles choses.
En tout cas, Le Nom du Vent, c'est vraiment un très beau roman pour débuter dans la fantasy, dans le monde de la fantasy. Ok. Bah, c'est cool. Bah, je vais essayer de voir si je peux pas le lire quelque part. Et ouais. Ah, en ce moment, ça va être dur avec les libraires qui sont fermés, malheureusement. Ouais, ça c'est triste, À hein. part commander sur Internet. Il y a Non, le je ne Click com... and Collect hein, pour les librairies. Hein. y a- Tu Oui, c'est peux... vrai, oui. Ah oui. Et Ou Faut la- sinon, juste il y a... appeler. je sais que la Fnac le fait et en partenariat avec les... Enfin, essaye en tout cas d'être en partenariat avec les librairies locales, mais je sais pas si ça fonctionne très bien. J'espère. Il y a le site les leaders.fr qui est un petit peu l'alternative à Amazon pour tout ce qui est libraire. Ils font de la vente emportée et puis ils font du click and collect aussi. Ok. Bon, c'est cool. Plein de nouvelles possibilités pour acheter ces bouquins. Yes. Ok, bon bah merci en tout cas pour la présentation de ce bouquin. Alors s'il y a des gens dans le chat et qui veulent poser des questions ou donner leurs remarques sur ce qu'ils ont pensé de la radio, ça serait fabuleux. Et je vous en remercierai beaucoup. Ouais, les critiques sont les bienvenues. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat? On n'a pas grand monde pour l'instant. Est-ce qu'on Ah, pourrait il y a pas lancer une personne. petite musique en attendant? Ouais, si, je dois avoir ça en stock, tiens. J'ai mis une petite musique. Vive les playlists de épidémiques sur Spotify, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Bah après, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer, mais donc pour ceux qui n'auraient pas le chat avec eux, Julien dit super agréable et réussi pour une première émission. Voilà, voilà. Ça, c'est bon signe. Alors. Mais Bah, a priori, ouais. ouais. Bah. Mais c'est sûr qu'on aura des points à améliorer. Ça, c'est Ouais, bah oui, mais Voilà. ça c'est normal, ouais. toujours la problématique de la première. Ouais. C'est ballot, c'est juste quand on dit bon bah voilà, alors on a fini la radio, on va faire radio libre, on veut bien le retour des auditeurs, et là tiens, paf, des gens qui reviennent. Ah, bah d'accord. Mais ceci dit, les retours sont toujours le bienvenu. Et puis pareil pour ceux qui auraient débarqué à l'improviste en plein milieu, sachez que il y a un enregistrement et ça va être publié sur YouTube soit ce soir, soit demain. Et le lien sera mis sur notre page Facebook qui est en lien dans la chaîne. Voilà, voilà. Après, forcément, on n'a pas tous été super à l'aise. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'avais un peu le trac, donc... Je pense que ça a été ça pour tout le monde, je pense. Et je Oui. crois que si on remet l'écoute, je pense que ça s'assemblera. Je pense que ça Ouais. sera toujours au début, mais je pense qu'avec le temps, on deviendra de plus en plus à l'aise. Oui, bah oui, ça c'est sûr, ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres retours? N'hésitez pas à parler dans le chat, on attend les messages avec grand plaisir. En fait, je me rends compte que quand t'es en live, mais que t'es pas tout seul, c'est quand même beaucoup plus facile d'interagir avec des gens. Ça donne une certaine, pas masse critique, mais comme il y a un effet de groupe, voilà, Ouais. la responsabilité est partagée entre tout le monde, donc. Ouais, aussi, Ouais. mais même, genre, tu peux peut-être plus facilement parler à quelqu'un qui n'existe pas d'une certaine manière. Enfin, qui n'est pas physiquement ou virtuellement là. Si t'as quelqu'un d'autre avec qui parler, genre, si t'es pas juste tout seul à blablater dans ton coin, quoi. Genre, je sais pas si sûr. c'est très clair ce que je veux dire, mais... Tu sais que déjà tu seras écouté au moins par une personne déjà.
Oui, voilà, ouais. Et la personne peut renchérir derrière. Ouais, tu auras toujours les phénomènes de bouche à oreille après, tu vois. Donc Oui, bah oui, voilà. Bah, avec un peu de chance, on aura fait plus de public la prochaine fois, mais ouais. Bon, bah si en tout cas cette première émission vous a plu, sachez qu'on va essayer, on va tout faire pour s'améliorer. Et puis, on va couper le live ici pour aujourd'hui. On va vous laisser. Et puis, excellente soirée à tous sur le live. Et puis à la semaine prochaine pour notre deuxième émission. Avec, en espérant un peu moins de bordel. Salut. Salutations. Salut. Restez comme vous êtes. bonne soirée. Prenez soin de vous Salut. surtout. Salut, merci.